locale ne doit pas occulter les autres recommandations non moins importantes. Tout en soutenant le principe d'une application progressive de certaines d'entre elles, l'UPADES exige la mise en œuvre des recommandations du noyau dur comprenant, outre le recensement administratif spécial, le réaménagement de la CONEL, l'introduction de la biométrie et la restructuration du comité de suivi dans ses missions et dans sa composition, et ceci avant les élections locales. En outre, l'UPADES a déjà prévenu qu'elle se réserve le droit d'apprécier au cas par cas les résultats provisoires du recensement administratif et qu'elle exigera des missions d'enquête auprès des commissions locales où les résultats n'auront pas obtenu le consensus préalable à leur validation et à leur certification. S'agissant de la cohésion nationale, l'UPADES insiste sur la nécessité de conclure un pacte républicain avec comme paradigme l'unité nationale en appui à l'acte de la conférence nationale souveraine sur l'unité nationale qui n'a jamais été appliqué. Ce pacte républicain devra inclure également la gestion des forces armées, la gestion de la politique extérieure et la gestion de la politique pétrolière. Mesdames et messieurs les journalistes, après avoir passé en revue les faits saillants de l'actualité nationale et internationale, que dire du fonctionnement de l'UPADES et de ses perspectives à court et moyen terme? Cette question a trouvé sa réponse avec la tenue réussie des sessions inaugurales du bureau politique et du Conseil national du 7 au 9 décembre dernier à Dolisie. Nous avons donc tenu des sessions de formalisation des intentions exprimées par le Congrès de juin 2013 sous une forme programmatique des sessions bilancielles portant sur les activités prévues et menées au cours des 6 mois écoulés. Les notions de programmation et d'évaluation répondent à l'exigence de modernisation du parti voulue par le Congrès unitaire extraordinaire qui, à cet égard, a proclamé la rupture avec un mode de gestion peu orthodoxe et caractérisé par le désordre à tous les niveaux, l'absence d'un cadre idéologique de référence clairement défini, le manque criard de ressources pour son financement, le gage de sa crédibilité et de son indépendance, l'absence d'un projet et donc d'une ambition pour le pays, ainsi que la faible représentation des jeunes et des femmes. Dans un climat de sérénité, dopé par le sens du devoir, nous avons siégé tout à la fois en session administrative et budgétaire pour examiner et adopter le programme d'activité du parti, le budget exercice 2014 et le règlement intérieur qui complète les statuts amendés. Nous avons aussi achevé le processus de mise en place des instances du parti au sommet avec l'élection des membres du comité d'honneur, notre organe consultatif et les 5 membres composant son bureau. Au terme de ces travaux, nous avons doté le parti d'outils de travail précieux, d'une véritable feuille de route. Tout cela 6 mois seulement après la tenue de notre historique congrès unitaire extraordinaire de juin 2013. La moisson est à notre avis bonne et l'horizon s'éclaircit chaque jour. L'unité au sein de notre parti qui a hanté tous nos esprits et qui est à la fois vertu à partager et quête permanente dans la dynamique de construction de l'UPADES devra s'imposer à nous comme une exigence éthique, transparente dans le comportement des cadres et militants. Pour qu'elle soit durable, cette exigence doit être fondée sur la discipline encadrée par les statuts et le règlement intérieur de notre parti. Muni de tels outils, la direction politique nationale entend procéder à la restructuration du parti pour assurer le maillage complet du pays en structures intermédiaires et de base au cours des prochains mois. Le Conseil national a prescrit aux militants l'obligation des cotisations statutaires pour accroître la capacité d'autofinancement des activités de notre parti. Tout ceci contribuera à coup sûr à réaliser l'objectif à moyen terme, celui du retour de notre parti aux affaires en 2016 pour combler les attentes des Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, choqués, excédés, frustrés et humiliés par la mauvaise gouvernance économique et politique,
écrasés par la souffrance sociale, nonobstant l'embellie financière que connaît le pays ces dernières décennies. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous-même et à vos familles respectives les vœux de santé, de prospérité, de succès dans vos entreprises. Le décor planté par le principal orateur du jour vous offre la possibilité d'explorer les profondeurs de l'information, de décliner son identité et celle de son organe de presse, de poser ses questions dans un langage intelligible et d'auditionner les réponses attendues avant de céder le micro au prochain intervenant. Je vais commencer par la Constitution, justement. Derrière vous, vous avez dit « touche pas à la Constitution ». Et une fois, le secrétaire général du PCT, parlant justement de la Constitution, disait que la Constitution elle-même a prévu les mécanismes de sa révision. Et certains cadres de ce parti disent que c'est au peuple d'apprécier. Sinon, tous ceux qui parlent de la Constitution vont enfreindre plus ou moins la liberté d'expression du peuple. Quelle est la réponse concernant justement la liberté d'expression que met en exergue le PCT? Et concernant toujours la Constitution, l'UPADES et le collectif des partis de l'opposition parlent le même langage. Pas de révision, pas de changement. Et on a comme l'impression que chacun mène la bataille de son côté. Est-ce que M. Tchati Mabiala aujourd'hui peut se rapprocher de Mathias Ndjan, pour qui il avait dit que c'est un mauvais perdant, de Christophe Mukwege et tous les autres, pour justement faire chemin ensemble? Une autre question. C'est la dialogue. Ah oui, vous arrêtez. Je vous en prie. Vas-y. J'en ai deux. La première, tout à l'heure, vous avez dit, parlons justement des modes de gestion de votre parti. Vous avez décrit plus ou moins un mode de gestion peu orthodoxe. On sait que M. Tchati Mabiala était secrétaire général de l'UPADES à l'époque. Est-ce que c'est à lui-même qu'il est en train de tirer, il tire sur ses propres pieds, en fait. En tant que secrétaire général, donc patron de l'exécutif de l'UPADES. Et dernière question, vous avez proposé à l'Assemblée nationale le grenier de l'éducation. Et certains retournent à l'UPADES la faute de la crise actuelle dans le secteur de l'éducation, à partir du code 104. Est-ce que l'UPADES, en tant qu'ex-parti au pouvoir, donc comptable de tout ce qui s'est passé, accepte cela? Merci. La crise de l'éducation actuelle dont nous serions nous comptables parce que nous avons géré le pays de 92 à 97. Vous savez, ces choses-là, quand on parle de l'État, nous également, nous avons une part de responsabilité. Non pas de responsabilité de ceux qui n'ont jamais géré. Et lorsque nous formulons des propositions, nous disons, asseyons-nous, regardons ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui aujourd'hui empêche le système éducatif de fonctionner de manière optimale. Il ne s'agit pas de renvoyer des responsabilités comme ça, c'était eux, c'était pas eux. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Alors ce que vous dites, vous savez, il faut être un peu tolérant pour les journalistes. La tolérance que je demande aux journalistes, c'est de reconnaître, que Pascal Lissouba a pris le pouvoir dans un contexte particulier. Que ce pays était exsangue. Que la Conférence nationale avait fait un audit, pas Lissouba, la Conférence nationale avait fait un audit complet pour conclure que le pays était presque arrêté. Et que si nous étions une compagnie, on aurait déjà mis la clé sous le paillasson, c'est-à-dire qu'on aurait fermé. Voilà le Congo dont nous héritons. Et nous n'avons même pas eu le temps de répit. 2 mois après, ce sont les violences. J'en ai parlé dans mon introduction, mais j'ai dit que nous aurons un débat avec vous, la presse, parce qu'ils ont dit beaucoup de choses, des contre-vérités, des âneries quelquefois, excusez-moi,
Et nous répondrons coup par coup à ce que nous entendons, ce que nous lisons. Le système éducatif, certainement, été malade depuis nous. Mais nous ne l'avons pas trouvé en bonne santé. Est-ce qu'il s'est aggravé pendant nous ou maintenant? Asseyons-nous, regardons. Là n'est plus le problème. Nous n'avons pas dit, M. Sassou est seul responsable. Nous avons dit, le système est malade. Mais ce n'est pas avec des affectations budgétaires. Regardez, on en fait depuis peut-être 5 ans. Allez dans les salles de classe, allez partout, vous regardez dans quel état se trouvent nos écoles, malgré tout ce que nous avons comme ressources financières aujourd'hui. Ça veut dire que le problème est peut-être aussi ailleurs. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir. Le niveau de nos enfants est exécrable par rapport à vous. Nous n'allons pas continuer comme ça. Et quand nous avons eu l'occasion un peu de dire à mon président de la République, quel est le Congo que vous allez laisser après 2016? Un Congo divisé parce que nous n'arrêtons de parler de la cohésion nationale. Mais aussi un Congo qui aura reculé. Qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui nos enfants que nous formons dans des conditions comme celle-là? Voilà la question qu'il faut se poser. Mais nous sommes, nous aussi, oui, c'est ça que vous voulez entendre, nous sommes, nous aussi, comptables. Alors je reviens donc à... Lorsque nous parlons de constitution, nous disons les mêmes mots que M. Mathias, que M. Mukwege. C'est bien, d'ailleurs, qu'il y ait, sur ces questions au moins, une unanimité de l'opposition. Ça veut dire que demain, lorsque le combat pour défendre la Constitution, il n'y aura pas l'UPADES d'un côté, Matas de l'autre, nous serons ensemble, opportunément, occasionnellement, pour défendre une question qui fait l'unanimité dans l'opposition. Il n'y a pas de problème. Nous le souhaitons d'ailleurs. Et peut-être que nous aurons aussi, dans le rang des journalistes indépendants, qui pourront se joindre à nous dans ce combat pour la Constitution. Et peut-être même qu'au sein du PCT, je l'imagine bien, nous aurons aussi des démocrates qui comprennent bien que ce qu'ils sont en train de faire, en fait, ça n'a pas de sens. Franchement, pour dire les choses, ça n'a pas de sens. La Constitution, elle est là. Elle a été votée. Et je réponds à votre question sur la réaction de mon frère, le secrétaire général du PCT. Le 20 janvier 2002, le peuple a dit, oui, c'est cette Constitution-là. Qu'est-ce que vous voulez encore lui demander? Vous lui avez soumis un texte pour dire, voilà la Constitution. Celle de 92, non, 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 ce n'est plus ça, elle n'est pas bonne, il faut la jeter. Le peuple m'a dit, d'accord, je vote cette Constitution, mais appliquez-la. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas la lune au président de la République. On lui dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que l'on vous doit, respectez ce que vous avez dit, et la Constitution est votre parole d'honneur. Je jure fidélité à la Constitution, de la défendre. C'est ça le serment constitutionnel. J'ai lu tas de livres du président Sassou où il dit qu'il est un homme d'honneur, qu'il est un homme de parole. Alors, l'occasion est venue pour M. Sassou de nous prouver qu'il est un homme d'honneur et de parole. Où se trouve l'irrévérence quand nous disons ça? Non, poliment. C'est pour ça que nous sommes une opposition de respect. Mais attention, de respect, mais tout en disant le vrai lorsque c'est le vrai. La Constitution a prévu les mécanismes de révision. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, quand nous disons ça, c'est-à-dire qu'il y a simplement une naissance pour le président. À la fin du mandat, qu'il révise la Constitution. Il aurait pu le faire. Au moment où il prenait le deuxième mandat, il aurait pu engager une révision sur les matières qui sont révisables. Il n'y aurait pas de procès d'intention. C'est de bonne foi. En 2009, dès qu'il est réélu, il dit telle disposition, telle disposition. J'en ai par exemple le problème d'âge. Moi, je vais partir en 2016, mais je ne veux pas condamner ceux qui ont plus de 70 ans de se présenter. Alors, il faut une révision pour réviser la disposition sur l'âge. Mais attention, le nombre de mandats, la forme républicaine de l'État, ça, ce n'est pas révisable. C'est écrit dans la Constitution, article 185. Vraiment. C'est-à-dire qu'il ne devait même pas avoir de débat. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous répondez? J'ai dit, on répond parce qu'eux, ils font la provocation. S'ils ne parlaient pas, nous, on n'en parlerait pas. Parce que ça coule de source. Vous, les journalistes, lisez et commentez. Aidez-nous aussi dans cette bataille. Moi, je n'ai pas entendu les journalistes vraiment sur la question qui fait consensus dans le pays. Et le PCT, et nous, on nous dit, il y a une constitution, il y a des dispositions qui sont prévues, nous les appliquons. La paix, voilà la source qui peut venir gêner la paix ou une rupture de paix. Pourquoi on irait à une révision alors qu'on a dit, non, non, on ne fait pas comme ça. Voilà une question qui peut être source de rupture de la paix, puisque le président en parle.
La paix, c'est aussi qu'il applique la Constitution. Mais quand je dis mot d'urgence, c'est elle, c'est pas nous. Nous, je ne me tire pas une balle dans le pied. Vous savez, là aussi, lisez tout ce qui a été écrit. M. Sassou est au pouvoir depuis 1997. Ça fait bientôt 20 ans. Nous, on a fait 5 ans. Mais pour qu'ils accèdent à l'IPTTE, il a fallu combien d'années? Combien d'années? Et nous, en 3 ans, écoutez-moi bien, en 1995, nous avons déjà accédé à l'initiative PPTE. Vous l'avez oublié. Et le directeur général du Fonds monétaire international, M. Kandissu, et son adjoint, M. Ouattara, actuel président de la Côte d'Ivoire, sont venus ici. Ils nous ont entretenus à l'Assemblée, au Parlement. J'étais déjà député, j'étais premier secrétaire de l'Assemblée. Pour soutenir le programme de Pascal Lissouba. 1 an après, nous avions rétabli les équilibres macroéconomiques. En termes d'inflation, en termes de chômage. Nous avons rétabli, avec le chômage, mais nous avons hérité d'une dette colossale. Regardez, lisez les documents. Nous avons rétabli les équilibres macroéconomiques et nous accédions, nous, en 2 ans, 3 ans. M. Sassou, il a fallu 10 ans. Vous n'appréciez pas ces performances. Et à partir de janvier 1997, nous avions régularisé les salaires des fonctionnaires. S'il y en a ici qui savent que de janvier jusqu'à ce qu'arrive la guerre, les salaires étaient réguliers. Et nous les payons sur les recettes ordinaires. Pas sur les revenus pétroliers, il n'y en avait même pas d'ailleurs. Le baril coûtait 17 $. Si on enlève la décote, il ne restait plus que quoi, 10 $, le baril. La production était peut-être autour de combien? De moins de 10 millions de barils. 8-9 millions de barils. Regardez. Donc quand on compare, quand on juge, il faut avoir tous ces éléments. À ce moment, vous pouvez comparer et vous pouvez apprécier. Mais nous ne disons pas que nous n'avons pas fait de faute, nous aussi. On ne peut pas gérer un pays sans avoir fait des fautes. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas se tromper. On sait cette mention. Mais soyez justes, soyez tolérants et dites ce qui est vrai. Et pas ce que nous lisons dans le troubadour, ce n'est pas ce que nous lisons dans le patriote. Nous aurons une réponse appropriée, comme je l'ai dit dans l'introduction. Moi, j'étais secrétaire général, c'est-à-dire ce qu'on appelait 2006. Le climat semble assaini. Moi, je vous entends dire toujours il y a 2 UPADES, il y a l'UPADES. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule UPADES. Il faut nous apporter la preuve qu'il y en a une deuxième. Quand vous finirez ici, vous irez à l'autre UPADES qui vous invitera comme ça. Donc, arrêtez de dire les UPADES, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, mes amis travaillent dans des conditions quand même les meilleures par rapport à Christophe Mukwege quand il était en 2009, lui aussi, c'était pas facile. Et moi aussi, 2006, c'était pas facile. Aujourd'hui,